Imaginez la scène. Il est tard, vous venez de prendre un dîner copieux, vous êtes théoriquement rassasié. Pourtant, une force étrange, presque primitive, vous pousse irrésistiblement vers le placard de la cuisine, vers cette fameuse tablette de chocolat ou ce paquet de gâteaux. Ça vous dit quelque chose? Vous n'êtes absolument pas seul. Des millions de personnes mènent chaque jour ce combat inégal contre l'appel du sucre. Et la majorité est convaincue que c'est uniquement une affaire de faiblesse, un simple manque de volonté. Mais si je vous disais que c'est une immense erreur, que votre envie de sucre n'est pas un caprice, mais un message codé de votre organisme? Dans cette vidéo, nous allons devenir de vrais détectives pour décrypter ce que votre corps essaie réellement de vous dire lorsqu'il réclame du sucre. Et je vous le promets, certaines découvertes vont vous surprendre, voire vous choquer. Êtes-vous prêt à découvrir une vérité que même les médecins ont pu vous cacher? Alors, installez-vous confortablement, on commence. Pour saisir la vraie cause de ce phénomène, remontons un instant dans le temps. Pendant la quasi-totalité de notre histoire, le sucre était une denrée extrêmement rare. Pour nos ancêtres, la saveur sucrée était synonyme de sécurité et d'aliments hautement énergétiques. Un fruit sucré signifiait la maturité, donc le plein de vitamines et une énergie immédiate, cruciale pour la survie, la chasse ou la fuite. Notre cerveau est, par essence, programmé pour adorer le sucre, car c'était la clé de notre survie. Mais que s'est-il passé ensuite? La révolution industrielle. Au XIXe siècle, le sucre est devenu un produit de masse, donc très abordable. De mais d'exception, il est devenu un ingrédient de base que les fabricants ont introduit absolument partout pour créer une véritable dépendance à leurs produits. Notre biologie ancestrale, qui fonctionnait sur la rareté du sucre, s'est retrouvée confrontée à son excès total. Le système a tout simplement disjoncté. Nous sommes toujours instinctivement attirés par le goût sucré, comme nos ancêtres l'étaient par ce fruit mûr. Sauf qu'aujourd'hui, à la place d'une simple pomme, nous consommons du sucre raffiné à des concentrations que la nature n'a jamais connues. C'est précisément ce conflit entre notre génétique ancestrale et l'agro-business moderne qui est la cause principale de cette pulsion incontrôlable que nous allons décortiquer ensemble. Alors, commençons par l'un des acteurs les plus sous-estimés, mais ô combien cruciaux, de notre gestion du sucre. Je veux parler du chrome. Peut-être en avez-vous entendu parler comme d'un métal, mais dans notre corps, ce micro-élément joue le rôle d'un véritable chef d'orchestre dans le métabolisme des glucides. Imaginez la cellule de votre corps comme une petite maison qui a besoin d'énergie. Le glucose, c'est-à-dire le sucre issu de notre alimentation, et le bois de chauffage pour la cheminée de cette maison. Et l'hormone insuline est le gardien qui doit ouvrir la porte de cette maison pour y apporter le bois de chauffage. Eh bien, le chrome, dans cette analogie, c'est le lubrifiant pour la serrure. Sans chrome en quantité suffisante, le gardien d'insuline a beaucoup de mal à ouvrir cette porte. La serrure coince. Résultat, le bois glucose reste à l'extérieur, dans le sang, tandis que la maison cellule gèle et meurt de faim, envoyant un signal au cerveau « Eh, je manque d'énergie, donne-moi plus de bois ». Le cerveau, recevant ce signal, l'interprète de la seule manière qu'il connaisse. Il faut manger quelque chose de sucré d'urgence pour obtenir de l'énergie rapide, et vous vous retrouvez à nouveau à chercher une sucrerie. C'est là qu'un cercle vicieux s'installe. Vous mangez du sucre, le taux de glucose dans le sang monte en flèche, mais il ne peut pas pénétrer dans les cellules à cause de la serrure grippée. Les cellules meurent de faim, et vous avez encore plus envie de sucrer. Ce mécanisme est connu sous le nom de diminution de la tolérance au glucose, un précurseur d'états très graves, notamment le diabète de type 2. La carence en chrome est un phénomène très répandu. Les méthodes modernes de transformation des aliments, notamment la production de farine blanche et de sucre raffiné, lessive,
littéralement le chrome des produits. De plus, le simple fait de consommer de grandes quantités de sucre épuise encore davantage les réserves de chrome de l'organisme. C'est un double coup dur. Alors, comment savoir si vous manquez de chrome? Outre cette envie irrépressible de sucreries, surtout de produits à base de farine et de pâtisserie, vous pourriez observer des symptômes comme la fatigue chronique, l'anxiété, des sautes d'humeur soudaines et même une baisse de l'acuité visuelle. DIA. Visuellement, on pourrait se représenter une infographie montrant d'un côté une cellule saine où l'insuline, aidée par le chrome, fait facilement entrer le glucose, et de l'autre, une cellule carencée en chrome où le glucose s'est accumulé à l'extérieur, tandis que la cellule elle-même envoie un signal de faim au cerveau. Tahab. Parlons maintenant du magnésium, le véritable super-héros des minéraux. On le surnomme souvent le Midharma minéral de la sérénité, et c'est absolument justifié. Mais son rôle dans la gestion des fringales sucrées est bien plus profond qu'un simple effet apaisant sur les nerfs. Le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques dans notre corps, dont beaucoup sont directement liées au métabolisme énergétique et à la régulation de notre taux de sucre sanguin. D'abord, le magnésium est, comme le chrome, un cofacteur de l'insuline. Il rend cette clé plus efficace. Des recherches indiquent qu'un apport suffisant en magnésium augmente la sensibilité de nos cellules à l'insuline. En clair, le corps a besoin de moins d'insuline pour traiter le même niveau de glucose. Cela permet d'éviter les montagnes russes de la glycémie, ces chutes et ces pics qui provoquent les crises de faim de sucre. Zniafid. Ensuite, le magnésium est le moteur de la production d'énergie. Il est indispensable à la synthèse de l'ATP, l'adénosine triphosphate, véritable monnaie énergétique de nos cellules. Un déficit en magnésium, c'est un ralentissement de la production d'énergie. Résultat, vous vous sentez épuisé, à plat, sans motivation. Et là, que fait le corps? Il réclame le carburant le plus rapide, le sucre. Votre irrésistible besoin d'une tablette de chocolat est donc souvent un signal d'alarme. Votre organisme manque de magnésium pour produire l'énergie cellulaire dont il a besoin. Enfin, reprenons son rôle de minéral du calme. Le magnésium régule l'activité du système nerveux. Il diminue le taux de cortisol, l'hormone du stress, et augmente celui du GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, notre neurotransmetteur frein, essentiel à la relaxation et à la sérénité. En cas de déficit, nous devenons irritables, anxieux et plus sensibles au stress. Or, le stress est un déclencheur majeur pour compenser avec du sucre. Cette fringale, liée au manque de magnésium, est particulièrement visible chez les femmes durant le syndrome prémenstruel, le SPM, quand son niveau baisse naturellement. L'irrésistible envie de chocolat avant les règles est d'ailleurs un signe très courant de ce déficit, car la fève de cacao est l'une des sources les plus riches en magnésium. Le corps cherche par instinct ce dont il a besoin. Pour bien visualiser ce phénomène, imaginez une cellule épuisée, comme une batterie à plat. Dès qu'un ion de magnésium arrive à proximité, la cellule se recharge instantanément, s'illumine d'énergie ATP, et le signal de faim envoyé au cerveau cesse immédiatement. Continuons notre tour d'horizon des oligo-éléments essentiels. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le zinc. On associe souvent son rôle à l'immunité et à la santé de la peau, mais son influence sur nos préférences alimentaires est colossale et bien trop souvent négligée. L'une des fonctions les plus fascinantes du zinc est sa participation directe au fonctionnement de nos récepteurs gustatifs et olfactifs. En d'autres termes, c'est lui qui détermine à quel point nous percevons la saveur et l'odeur des aliments de manière intense et complète. Imaginez que vos papilles gustatives sont de minuscules antennes qui captent les signaux des aliments et les transmettent au cerveau.
Le zinc est un composant essentiel de la protéine gustine, indispensable à la croissance et au bon fonctionnement de ces antennes. En cas de carence, ces antennes fonctionnent au ralenti, les saveurs deviennent ternes, atténuées. La nourriture nous semble fade et sans intérêt. Face à cela, le cerveau se met à exiger des stimulants plus puissants pour ressentir ne serait-ce qu'un minimum de plaisir. Et quels sont les stimulants gustatifs les plus intenses de notre alimentation? Évidemment, le sucre et le sel. Une personne en manque de zinc va inconsciemment avoir la main plus lourde sur le sucre dans son café ou son thé, choisir des desserts ultra sucrés, ou se ruer sur les sodas. Pourquoi? Parce que seule cette douceur extrême peut réussir à se frayer un chemin à travers les récepteurs affaiblis et apporter un peu de satisfaction au cerveau. C'est exactement comme une personne malentendante qui demande d'augmenter le volume de la musique. De plus, le zinc, à l'instar du chrome et du magnésium, joue un rôle crucial dans le métabolisme des glucides. Il est essentiel à la production, au stockage et à la libération de l'insuline par le pancréas. Un manque de zinc peut perturber ce processus délicat, entraînant une glycémie instable et, par ricochet, une augmentation du besoin en sucre rapide. La carence en zinc peut survenir pour diverses raisons. Une alimentation déséquilibrée, notamment les régimes végétariens sans ajustement adéquat, des troubles digestifs qui entravent son absorption, ou encore le stress chronique. Outre l'envie irrépressible de sucre et de sel, les symptômes peuvent inclure des rhumes fréquents, une cicatrisation lente, la chute de cheveux et l'apparition de taches blanches sur les ongles. Pour visualiser cela, imaginez une animation amusante. Une langue avec des papilles gustatives vives et actives, réagissant joyeusement à un aliment simple. Puis, un indicateur de faible taux de zinc apparaît. Les papilles deviennent grises et léthargiques, et seul un immense morceau de gâteau parvient à peine à les faire réagir. Quand on sent un coup de mou, le premier réflexe est souvent de se jeter sur quelque chose de sucré pour un boost d'énergie immédiat. Mais en réalité, ce n'est pas du sucre que l'on cherche, c'est de l'énergie. Et la production de cette énergie est assurée dans notre corps par une véritable équipe de maîtres d'œuvre. Les vitamines du groupe B. Attention, il ne s'agit pas d'une seule vitamine, mais d'un complexe entier, incluant les B1, B2, B3, B5, B6, B9 et B12. Chacune d'elles joue un rôle irremplaçable dans la transformation de ce que nous mangeons, protéines, lipides et glucides, en cette fameuse énergie ATP, notre carburant cellulaire. Imaginez une chaîne de production en usine où la matière première, la nourriture, est transformée en produit fini, l'énergie. Les vitamines du groupe B sont les ouvriers de cette chaîne. S'il manque ne serait-ce qu'un seul de ces ouvriers, tout le processus ralentit, voire s'arrête. Par exemple, la vitamine B1, la thiamine, est cruciale spécifiquement pour le métabolisme des glucides. Sans elle, nos cellules ne peuvent pas utiliser efficacement le glucose pour produire de l'énergie. Les B2, riboflavine, et B3, niacine, sont des acteurs clés dans la chaîne de transport d'électrons, l'étape finale de fabrication de l'ATP. Quant à la B5, acide pantothénique, elle est essentielle pour la décomposition des graisses et des glucides. Et la vitamine B6, pyridoxine, intervient dans le métabolisme des protéines et la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine, notre hormone de la bonne humeur. Lorsque l'organisme manque de vitamine B, cette chaîne énergétique se dérègle. On ressent alors une fatigue chronique, de l'apathie, une sensation de faiblesse et ce qu'on appelle un brouillard mental. Votre corps a désespérément besoin d'énergie, mais il est incapable de la fabriquer à partir d'une alimentation normale. Et c'est là qu'il envoie un signal au cerveau pour réclamer le carburant le plus primitif et le plus rapide, le sucre. C'est un peu comme essayer de démarrer une voiture dont la batterie est à plat en remplissant le réservoir d'essence ultra performante. C'est inutile.
le problème ne vient pas du carburant. Pire encore, le sucre lui-même est un voleur de vitamine B. L'organisme utilise une quantité énorme de ces vitamines, en particulier la thiamine, juste pour le métaboliser. On se retrouve dans un cercle vicieux, vous mangez du sucre parce que vous manquez d'énergie, à cause de la carence en vitamine B. Et ce sucre épuise encore davantage leurs réserves, ce qui accentue la fatigue et l'envie de sucrer à l'avenir. Arachide. C'est le moment de visualiser notre usine. Avec assez de vitamine B, les ouvriers, la chaîne tourne à plein régime et produit beaucoup d'énergie-monnaie. En cas de pénurie, les ouvriers sont apathiques, la chaîne est à l'arrêt et la production est quasi nulle. On a tendance à croire que pour combattre les fringales de sucre, il faut simplement réduire les glucides. Mais bien souvent, le problème se situe ailleurs. C'est un manque de protéines. Les protéines sont la principale matière de construction de notre corps, mais leur rôle dans le contrôle de l'appétit et de la glycémie est absolument fondamental. Voyons ensemble comment cela fonctionne. Premièrement, la protéine est le macronutriment le plus rassasiant. Sa digestion est lente, ce qui procure une sensation de satiété durable. Si vous optez pour des œufs ou du fromage blanc au petit déjeuner plutôt qu'une viennoiserie sucrée, vous tiendrez beaucoup plus longtemps. C'est simple. La protéine stimule la production des hormones de la satiété, comme le peptide Wii et le GLP-1, glucagon-like peptide INA, qui envoient au cerveau le signal « Stop, je suis rassasié ». Idacosib. Deuxièmement, intégrer des protéines à chaque repas aide à stabiliser votre glycémie. Lorsque vous consommez des glucides, surtout les plus raffinés, ils sont absorbés rapidement, ce qui provoque un pic de glucose et un important relargage d'insuline. L'insuline retire le sucre du sang tout aussi rapidement, ce qui entraîne une chute brutale, l'hypoglycémie. C'est précisément à ce moment-là, lorsque la glycémie plonge, que dit votre cerveau panique et réclame une dose urgente de glucose, provoquant cette envie irrépressible de sucre. Or, la protéine ralentit l'absorption des glucides par l'intestin. Si vous mangez une pomme avec une poignée de noix, au lieu de la consommer seule, le glucose du fruit sera libéré dans le sang de manière progressive et régulière. Pas de pic brutal et donc pas de chute. Votre glycémie reste stable, ce qui élimine les risques de fringales sucrées. Troisièmement, les acides aminés, qui composent les protéines, sont les précurseurs de nos neurotransmetteurs, ces substances chimiques hypites cérébrales qui régulent notre humeur et notre motivation. Par exemple, le tryptophane est essentiel à la synthèse de la sérotonine, le hormone du bonheur, et la tyrosine à celle de la dopamine, le hormone du plaisir et de la motivation. Si l'alimentation manque de protéines, la production de ces neurotransmetteurs diminue. Le cerveau cherche alors à compenser par la voie plutôt choix la plus simple, stimuler leur libération grâce au sucre. Pour visualiser cela, imaginez deux graphiques de glycémie. Le premier, après une viennoiserie, montre un pic aigu in suivi d'un creux profond. Le second, après une omelette aux légumes, dessine une courbe lisse et stable, sans aucune fluctuation brutale. L'ère de la guerre aux graisses, qui a duré des décennies, nous a fait oublier une chose essentielle. Toutes les graisses ne se valent pas. Or, les graisses saines, comme les oméga 3, sont absolument vitales pour la santé de notre cerveau et pour la régulation de notre appétit. Notre cerveau est composé à plus de 60% de lipides. Pour fonctionner correctement, il a besoin d'un apport constant en matériaux de construction de haute qualité. Les membranes cellulaires de nos neurones, les gaines de nos fibres nerveuses, tout cela est bâti à partir de graisses. Quand l'alimentation manque de ces bonnes graisses, le fonctionnement cérébral est perturbé.
La transmission des impulsions nerveuses se dégrade, la concentration diminue et la mémoire en pâtit. Mais quel est le rapport avec l'irrépressible envie de sucre? Le cerveau est l'organe le plus gourmand en énergie de notre corps. Au repos, il consomme environ 20% de toute l'énergie disponible. Son carburant préféré, c'est le glucose. Or, quand le cerveau est en bonne santé, ses membranes cellulaires sont souples et perméables. Ce rôle incombe justement aux bonnes graisses. Et il peut alors utiliser le glucose de manière efficace. Toutefois, en cas de carence en oméga 3 et d'excès de mauvais transgraisses, les membranes des cellules cérébrales deviennent rigides et moins malléables. Il devient plus difficile pour les récepteurs à insuline, situés à la surface de ces cellules, de fonctionner correctement. C'est ce qui crée une sorte d'insulinorésistance cérébrale. Conséquence, le glucose peine à pénétrer dans les neurones. Le cerveau se retrouve en manque d'énergie, même si le taux de glucose dans le sang est suffisant. Et naturellement, il envoie un signal puissant. Donnez-moi plus du carburant le plus simple. Donnez-moi du sucre. Et ainsi. Par ailleurs, à l'instar des protéines, les bonnes graisses favorisent une satiété durable. Elles ralentissent la vidange gastrique, ce qui permet aux aliments de rester plus longtemps dans l'estomac, et vous gardez ainsi la sensation de faim à distance. Elles contribuent aussi à stabiliser la glycémie, évitant les pics et les chutes brutales de sucre. Une carence en graisses saines peut se manifester non seulement par cette envie de sucrer, mais aussi par une peau sèche, des ongles cassants, des difficultés de concentration et des sautes d'humeur. On pourrait visualiser deux cellules cérébrales. La première est élastique, avec une membrane fluide, où le glucose pénètre facilement. La seconde est rigide, ossifiée, et les molécules de glucose rebondissent sur elle, tandis que la cellule, elle, ne cesse de signaler sa faim. L'une des raisons les plus simples, mais aussi les plus fréquentes, d'une envie soudaine de sucre est tout simplement la déshydratation. Oui, vous avez bien entendu. Parfois, votre corps ne réclame pas un bonbon, mais un grand verre d'eau pure. Comment est-ce possible? C'est parce que les symptômes d'une légère déshydratation et ceux de la faim se ressemblent beaucoup, et notre cerveau a tendance à les confondre. Ces deux sensations sont gérées par la même zone du cerveau, l'hypothalamus. Quand le corps manque d'eau, l'hypothalamus peut envoyer un signal confus que nous interprétons comme une envie de manger. De plus, en cas de déshydratation, l'organisme a plus de mal à utiliser le glycogène. C'est la forme de glucose stockée dans le foie et les muscles, notre réserve d'énergie. L'eau est essentielle pour décomposer ce glycogène et libérer du glucose dans le sang. Si l'apport en eau est insuffisant, ce processus ralentit. Le corps ne peut pas accéder à ses réserves internes d'énergie rapide et se met à en réclamer à l'extérieur, donc dans l'alimentation. Et bien sûr, il demande la source la plus rapide, le sucre. Vous ressentez alors une fatigue soudaine, une faiblesse et un besoin aigu de sucrer, alors qu'en réalité, vous devez simplement refaire le plein de liquide. Un autre mécanisme intéressant concerne le foie. Non seulement il stocke le glycogène, mais il est aussi responsable de la détoxication. En cas de déshydratation, son travail devient plus difficile. Il peut alors envoyer des signaux au cerveau pour réclamer de l'énergie afin de gérer cette surcharge. Pire encore, les boissons sucrées que beaucoup utilisent pour étancher leur soif ne font qu'aggraver la situation. Le sucre a un effet diurétique. Il extrait l'eau des cellules, entraînant une déshydratation encore plus importante et créant ainsi un cercle vicieux de soif et d'envie de sucre. Alors, comment distinguer la vraie faim de la soif qui se cache derrière? Il existe une règle simple. Si vous ressentez une faim soudaine ou une envie de sucrer, surtout entre les repas, essayez d'abord de boire un grand verre d'eau plate. Attendez 10 à 15 minutes. Très souvent, cela suffit à faire passer cette faim déguisée. C'est une astuce simple, mais incroyablement efficace.
Imaginez la scène. Vous vous sentez fatigué et vous rêvez d'un gâteau. Vous buvez de l'eau et instantanément, l'énergie revient, l'envie de douceur s'évanouit. Nous avons déjà évoqué ce terme à plusieurs reprises, mais il est temps de le décortiquer en profondeur. La résistance à l'insuline est sans doute le problème central de la santé métabolique moderne et l'une des principales causes de cette envie irrésistible, voire pathologique, de sucre. C'est un état où les cellules de votre corps cessent de répondre correctement à l'hormone qu'est l'insuline. Rappelons notre analogie. L'insuline est la clé qui ouvre la porte de la cellule pour laisser entrer le glucose. Avec la résistance à l'insuline, la serrure de la porte de la cellule est comme rouillée. L'insuline, la clé, arrive, essaie d'ouvrir, mais la porte cède difficilement, voire ne s'ouvre pas du tout. Qu'est-ce qui se passe en réaction? Le pancréas constate que le taux de sucre dans le sang reste élevé et pense qu'il n'a pas produit assez d'insuline. Il se met alors en mode panique, libérant dans le sang de nouvelles et toujours plus grandes quantités de clés. Le résultat? Une quantité énorme de glucose, ETI, d'insuline, circule simultanément dans le sang. Ce taux élevé d'insuline, appelé hyperinsulinémie, déclenche une véritable cascade de problèmes. Premièrement, les cellules du corps, malgré l'excès de glucose dans le sang, continuent de souffrir de famine. Elles ne peuvent pas recevoir leur dose d'énergie. Elles envoient alors un signal de faim au cerveau, réclamant encore plus de nourriture, en particulier des glucides rapides. Deuxièmement, un taux d'insuline élevé bloque la dégradation des graisses. Le corps passe en mode stockage. Même si vous mangez peu, le glucose en excès que l'insuline parvient, malgré tout, à faire entrer dans les cellules se transforme immédiatement en graisse, en particulier autour de l'abdomen. C'est ce qu'on appelle la graisse viscérale. Troisièmement, après que le pancréas a libéré une dose massive d'insuline, celle-ci finit par forcer l'entrée du glucose dans les cellules et le taux de sucre dans le sang chute brutalement. C'est l'hypoglycémie. Vous ressentez alors de la faiblesse, des tremblements, des vertiges, de l'irritabilité et une envie irrépressible, presque animale, de sucre. Le cerveau crie à la crise énergétique. Vous mangez quelque chose de sucré, le sucre monte en flèche, le pancréas libère encore plus d'insuline et ces montagnes russes glycémiques continuent de sans fin. C'est un cercle vicieux qui épuise le pancréas et mène directement au diabète de type 2. Visuellement, vous pouvez imaginer ces fameuses montagnes russes. D'un côté, le taux de sucre, de l'autre, l'insuline. Ils montent et descendent, oscillant de plus en plus fort, et au centre se trouve une personne épuisée qui passe constamment du chaud au froid. Si l'insuline est l'hormone qui gère le stockage de l'énergie, d'autres hormones jouent un rôle essentiel dans la régulation de notre appétit. L'un des acteurs majeurs est la leptine, souvent surnommée l'hormone de la satiété. La leptine est produite par nos cellules adipeuses. Plus nous avons de tissus graisseux, plus nous produisons de leptine. Sa mission? Voyager via la circulation sanguine jusqu'à l'hypothalamus, dans le cerveau, pour lui signaler « Attention, nous avons suffisamment de réserves d'énergie. Il est temps d'arrêter de manger et de commencer à dépenser. » Chez un individu en bonne santé, ce système fonctionne comme une horloge. Vous mangez, le taux de leptine augmente, le cerveau reçoit le signal de satiété et l'appétit diminue. Mais que se passe-t-il en cas de surpoids et de suralimentation chronique, surtout avec des aliments riches en sucre et en fructose? Les cellules adipeuses se mettent à produire des quantités astronomiques de leptine. On pourrait penser que cela devrait complètement couper la faim. Pourtant, c'est l'inverse qui se produit. Le cerveau, bombardé en permanence par ces doses massives de leptine, finit par s'épuiser. Il devient alors insensible, voire sourd à son message. C'est ce qu'on appelle la résistance à la leptine. Le cerveau cesse tout simplement de entendre,
les signaux de satiété. Imaginez qu'on vous hurle constamment dans l'oreille. Au bout d'un moment, vous ne faites plus attention. Par conséquent, même si une quantité énorme de hormones de la satiété circule dans le sang et que le corps a des réserves d'énergie plus que suffisantes, le cerveau croit que l'organisme est en état de famine. Il ne reçoit pas le signal « stop ». Il continue donc d'envoyer des signaux de faim exigeant de la nourriture. Et il réclame particulièrement des aliments hypercaloriques, sucrés et gras, car de son point de vue, c'est la famine, et il faut faire des réserves d'énergie de toute urgence. La personne souffrant de résistance à la leptine peut manger, mais le sentiment de satiété n'arrive pas du tout, ou alors il est très faible et disparaît rapidement. Elle a constamment faim, ressent particulièrement le besoin de grignoter et n'arrive pas à contrôler la taille de ses portions. C'est un cercle vicieux. L'excès de graisse provoque la résistance à la leptine, et cette résistance pousse à manger plus et à stocker encore plus de graisse. Pour visualiser cela, imaginez l'animation suivante. La leptine, tel un facteur, apporte au cerveau une lettre qui dit « Nous sommes rassasiés ». Mais la porte du cerveau est verrouillée avec une pancarte « Ne pas déranger ». Le facteur frappe, mais personne ne lui ouvre. S'il existe une hormone de la satiété, il doit logiquement y avoir son antagoniste, l'hormone de la faim. Et figurez-vous qu'elle existe. Nous vous présentons la gréline. Cette hormone est principalement produite dans l'estomac lorsqu'il est de vide. La gréline voyage jusqu'au cerveau pour lui signaler « estomac vide, il est temps de chercher à manger ». Son taux atteint un pic juste avant un repas, puis chute après avoir mangé, laissant la place aux hormones de la satiété. Normalement, ce système fonctionne de manière harmonieuse. Mais notre mode de vie et notre alimentation moderne peuvent perturber gravement cette régulation délicate. Premièrement, la composition de ce que nous mangeons a une influence majeure sur la production de gréline. Les études montrent que les aliments riches en protéines sont ceux qui inhibent la gréline de la manière la plus efficace et durable. Les graisses s'en sortent également bien. En revanche, les glucides, notamment les sucres simples et le fructose, ne donnent qu'un très léger coup de frein et pour très peu de temps. Vous avez mangé une viennoiserie sucrée. Le taux de gréline a baissé légèrement, mais 1 heure ou 1 heure et demie plus tard, il est de nouveau au maximum et vous avez encore faim. Deuxièmement, le sommeil a un impact colossal sur la gréline. Nous y reviendrons plus tard dans un bloc dédié, mais pour anticiper, un manque de sommeil entraîne une augmentation significative de cette hormone. Une personne qui manque de sommeil est une personne qui a faim. Troisièmement, et c'est le point le plus fascinant dans notre contexte, la gréline ne fait pas que provoquer la faim. Elle active délibérément les centres de récompense dans le cerveau, ceux-là même qui réagissent aux drogues et aux autres plaisirs. Elle augmente spécifiquement l'attrait pour les aliments hautement caloriques, sucrés et gras. En d'autres termes, sous l'effet de la gréline, un simple blanc de poulet avec des brocolis vous paraîtra moins appétissant, tandis qu'une part de pizza ou un gâteau au chocolat deviendront incroyablement désirables. C'est comme si la gréline disait à notre cerveau « Ne cherche pas n'importe quelle nourriture, mais la plus savoureuse et la plus calorique que tu puisses trouver. » Ce mécanisme était vital pour nos ancêtres, à l'époque où la nourriture était rare. Mais dans notre monde moderne d'abondance, il se retourne contre nous, nous poussant à l'excès avec les produits les moins sains. Pour visualiser la chose, imaginez la gréline comme un petit diable tentateur qui nous chuchote à l'oreille, nous inondant d'images de desserts alléchants et de fast-food, tandis que les aliments sains, eux, paraissent ternes et sans intérêt. Nous passons maintenant des hormones qui régulent directement la faim et la satiété, à celles qui gèrent notre réaction face aux menaces, le cortisol, l'hormone du stress par excellence. Le cortisol est produit par les glandes surrénales en réponse à toute situation stressante, qu'il s'agisse d'un danger réel, un tigre qui vous court après, ou imaginé, l'angoisse d'un examen imminent.
Sa mission est de mobiliser toutes les ressources de l'organisme pour la lutte ou la fuite. Pour ce faire, il augmente le taux de sucre dans le sang afin de fournir une énergie rapide aux muscles et au cerveau. À court terme, c'est un mécanisme vital. Le problème apparaît lorsque le stress devient chronique. Nous n'avons plus de tigres à fuir, mais nous nous inquiétons constamment pour le travail, l'argent, les relations. Notre corps est en état d'alerte permanent et le taux de cortisol reste élevé en permanence. Et voici les conséquences. Premièrement, un cortisol constamment élevé maintient un niveau de sucre sanguin important. En réaction, le pancréas est contraint de produire de l'insuline en continu. C'est la voie directe vers l'insulinorésistance dont nous avons déjà parlé, avec toutes les conséquences qui en découlent, comme les fortes variations de glycémie et l'envie irrépressible de sucre. Deuxièmement, une fois la situation de stress passée, même imaginaire, l'organisme estime qu'il a dépensé beaucoup d'énergie pour lutter ou fuir et qu'il doit reconstituer ses réserves d'urgence. Le cortisol stimule directement l'appétit et, tout comme la gréline, il nous pousse à désirer spécifiquement des aliments caloriques, gras et sucrés. C'est ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle ou le grignotage de stress. Pour le cerveau, le sucre n'est pas seulement une énergie rapide, c'est aussi une source de plaisir, un moyen d'améliorer rapidement l'humeur et de s'apaiser. Troisièmement, un taux de cortisol chroniquement élevé favorise le stockage des graisses, et plus particulièrement de la plus dangereuse, la graisse viscérale, située dans la région abdominale. Cette graisse, à son tour, est un organe métaboliquement actif qui produit des substances inflammatoires et aggrave encore l'insulinorésistance. On aboutit à un nouveau cercle vicieux, stress, cortisol élevé, envie de sucre, prise de poids, puis stress et inflammation accrue. Une illustration claire pourrait être une infographie montrant comment une pensée stressante dans la tête déclenche la chaîne. Les glandes surrénales libèrent du cortisol, celui-ci augmente le sucre dans le sang, ce qui mène au désir de manger un gâteau. Si le cortisol est l'hormone du stress, la sérotonine, elle, est son parfait opposé. C'est notre principale hormone du bonheur, de la bonne humeur et du bien-être général. La sérotonine est un neurotransmetteur qui régule de nombreux processus dans le cerveau, notamment l'humeur, le sommeil, l'appétit et le comportement social. Lorsque notre taux de sérotonine est optimal, nous nous sentons calmes, confiants et satisfaits. On est bien, tout simplement. En revanche, quand il chute, on peut ressentir de l'abattement, de l'anxiété, de l'irritabilité, de l'apathie, voire même des signes de dépression. Et c'est là que le sucre entre en scène. Consommer des glucides simples, c'est-à-dire du sucre, est le moyen le plus rapide et le plus facile d'augmenter temporairement le taux de sérotonine dans le cerveau. Comment ça fonctionne? Lorsque nous mangeons des glucides, le pancréas libère de l'insuline. L'insuline ne fait pas qu'aider le glucose à pénétrer dans nos cellules. Elle ouvre aussi la voie au tryptophane, l'acide aminé à partir duquel la sérotonine est synthétisée dans le cerveau. L'insuline dit en quelque sorte aux autres acides aminés « Allez les gars, direction les muscles », tandis qu'elle donne le feu vert au tryptophane « Toi, c'est tout droit, file dans le cerveau ». Résultat, après avoir mangé une barre de chocolat, la concentration de tryptophane augmente dans le cerveau, ce qui permet de produire plus de sérotonine et notre humeur s'améliore pour une courte période. Nous ressentons un soulagement, un apaisement, un plaisir. En fait, nous utilisons le sucre comme un antidépresseur. Le cerveau mémorise très vite cette association. Je me sens mal, je mange du sucre, ça va mieux. La prochaine fois que nous ressentirons de la tristesse, de la solitude ou de l'anxiété, notre cerveau nous soufflera immédiatement l'idée de manger quelque chose de sucré. Le problème, c'est que cet effet est très bref. L'amélioration de l'humeur est inévitablement suivie d'une chute,
souvent encore plus profondes qu'elles ne l'étaient au départ. C'est ce qu'on appelle les fameuses montagnes russes du sucre. De plus, stimuler constamment la production de sérotonine avec du sucre peut épuiser nos réserves de tryptophane et perturber la régulation naturelle de ce neurotransmetteur, nous rendant encore plus dépendants de ce dopage sucré. Souvent, un faible taux de sérotonine n'est pas seulement lié à des problèmes psychologiques, mais aussi à l'état de notre intestin, car près de 95% de toute la sérotonine de l'organisme est produite précisément à cet endroit. Des problèmes de microbiote peuvent donc avoir une incidence directe sur notre humeur et sur notre envie irrépressible de sucre. On pourrait l'imaginer visuellement comme une balance. Sur un plateau, le faible taux de sérotonine, symbolisé par un smiley triste. Une fois qu'un bonbon y est déposé, le plateau de sérotonine remonte un court instant, avant de chuter encore plus bas. Si la sérotonine est synonyme de bonheur tranquille, la dopamine, elle, est le moteur de l'anticipation, de la motivation, du désir et du plaisir liés à l'atteinte d'un objectif. C'est le principal neurotransmetteur du système de récompense de notre cerveau. C'est la dopamine qui nous pousse à nous lever du canapé et à agir. Elle est libérée lorsque nous attendons une récompense, que ce soit un bon plat, un compliment, un gain au loto ou un simple like sur les réseaux sociaux. Le sucre est l'un des plus puissants stimulants de cette libération de dopamine, sa force étant comparable à celle de certaines substances addictives. Lorsque nous consommons du sucre, il se produit une véritable décharge, une explosion de dopamine dans le cerveau. On ressent alors un pic d'euphorie, une sensation de plaisir intense. Le cerveau mémorise cette sensation ainsi que sa source. Il crée un circuit neuronal solide. Sucre, plaisir incroyable. La fois suivante, il exigera de répéter cette expérience. Le problème avec cette stimulation dopaminergique due au sucre, c'est que le cerveau s'adapte avec le temps. Exactement comme avec les drogues, une tolérance se développe. Les récepteurs de dopamine deviennent moins sensibles. Et pour retrouver le même niveau de plaisir qu'avant, il faut des doses de sucre de plus en plus importantes. Un seul bonbon ne suffit plus, il faut une tablette de chocolat entière. Et bientôt, même cela ne suffit plus. C'est ainsi que se forme le mécanisme d'une véritable dépendance au sucre, très similaire à une addiction. Lorsque nous essayons d'arrêter le sucre, nous traversons une véritable période de manque ou de sevrage. Le taux de dopamine chute, on ressent de l'apathie, de l'irritabilité, une incapacité à tirer du plaisir des choses ordinaires. C'est ce qu'on appelle l'anédonie. Et le cerveau réclame désespérément sa dose. De plus, le système de récompense est étroitement lié au système d'apprentissage et de mémoire. Le cerveau ne mémorise pas seulement le goût sucré, mais aussi toutes les circonstances associées, l'heure de la journée, le lieu, les personnes, les émotions. C'est ainsi que se créent les déclencheurs. Par exemple, vous avez l'habitude de prendre un café avec un croissant le matin. Désormais, la simple odeur du café ou la vue du café va provoquer une libération de dopamine, en anticipation de la récompense, et une envie irrépressible de manger un croissant. Vous n'avez encore rien mangé, mais votre cerveau réclame déjà sa part. Ceci explique pourquoi il est si difficile de combattre les habitudes liées aux aliments sucrés. Visualisation, animation. On peut imaginer cela visuellement comme une animation du cerveau où, après avoir mangé un bonbon, c'est un véritable feu d'artifice de dopamine qui explose. Mais avec les prises répétées, ce feu d'artifice devient de plus en plus faible et il faut toujours plus de bonbons pour retrouver une explosion lumineuse. Le sommeil, c'est bien plus qu'un simple repos. C'est la période où notre corps effectue un véritable grand nettoyage, répare ses tissus et, surtout, pour notre thème, il redémarre et calibre l'ensemble de notre système hormonal. Le manque de sommeil chronique, même dormir 6 heures au lieu des 8 recommandées, porte un coup fatal aux hormones qui régulent l'appétit. Regardons de plus près ce qui se passe quand nous manquons de sommeil.
Premièrement, le niveau de la gréline, notre fameuse hormone de la faim, augmente de façon spectaculaire. Des études montrent qu'une seule mauvaise nuit peut faire grimper ce taux de 15 à 30%. Votre corps se met littéralement à crier famine, même si vous avez mangé correctement. Deuxièmement, simultanément, le niveau de la bischala, leptine, l'hormone de la satiété, s'effondre. Le cerveau ne reçoit plus les signaux d'assouvissement. La combinaison d'une gréline élevée et d'une leptine basse est un tapokts, cocktail explosif, qui génère une sensation de faim pratiquement incontrôlable tout au long de la journée. Vous allez vouloir manger plus souvent, et vous aurez beaucoup plus de mal à vous arrêter. Mais ce n'est pas tout. Le manque de sommeil n'affecte pas seulement combien vous voulez manger, mais aussi ce que vous voulez manger. Un cerveau en manque de sommeil est un cerveau en état de stress. L'activité diminue dans le cortex préfrontal, la zone responsable de la prise de décision éclairée, de l'autocontrôle et de la volonté. Parallèlement, l'activité augmente dans l'amygdale, le centre de nos émotions et de nos désirs les plus primaires. Résultat, votre capacité à résister aux tentations s'effondre. Vous êtes littéralement attiré comme un aimant par les aliments les plus nocifs, hypercaloriques, gras et sucrés. La salade de poulet semble ennuyeuse, alors que la pizza, le burger et le gâteau au chocolat deviennent l'objet de tous vos désirs. Le cerveau recherche un plaisir rapide et de l'énergie facile pour compenser l'état de fatigue. De plus, le manque de sommeil mène directement à l'insulinorésistance. Une seule nuit sans sommeil peut réduire la sensibilité de vos cellules à l'insuline autant que 6 mois de régime riche en graisse. Votre corps gère moins bien les glucides, ce qui entraîne des pics de glycémie et une envie de sucre encore plus forte. Par conséquent, si vous essayez de maîtriser votre envie de sucre en ne dormant que 5 ou 6 heures, vous vous condamnez à l'échec d'avance. Normaliser votre sommeil est absolument la première et la plus cruciale des étapes. Visualisons cela. Chez une personne reposée, la zone d'autocontrôle est active. Chez celle qui est fatiguée, cette zone est endormie, tandis que celle des désirs primaires s'illumine d'un feu ardent. Partons de notre cerveau pour descendre jusqu'à nos intestins. Au fil des ans, la science a confirmé que notre intestin n'est pas qu'un simple tube digestif, mais un écosystème extrêmement complexe, souvent surnommé notre deuxième cerveau. Il est peuplé de milliards de bactéries, de champignons et d'autres micro-organismes, l'ensemble étant appelé le microbiote. Et ces minuscules habitants exercent une influence colossale sur notre santé, notre humeur et même nos choix alimentaires. On peut schématiquement diviser ce microbiote en 2 camps, les bons et les mauvais. Les bonnes bactéries ou probiotiques nous aident à digérer, synthétisent des vitamines, forment notre système immunitaire et produisent des substances bénéfiques comme les acides gras à chaîne courte qui nourrissent les cellules de l'intestin et réduisent l'inflammation. Les mauvaises de bactéries ou pathogènes opportunistes, peuvent à l'inverse provoquer des inflammations, produire des toxines et perturber la digestion. Entre ces 2 camps, une lutte constante pour le territoire et les ressources fait rage. Et ce que nous mangeons détermine directement qui sortira vainqueur de cette bataille. Les bonnes bactéries adorent les fibres, ces fibres alimentaires que l'on trouve dans les légumes, les fruits, les céréales complètes et les légumineuses. Par contre, les mauvaises bactéries et les champignons, comme le candida, raffolent du sucre. Le sucre est leur carburant préféré pour se développer et se multiplier. Lorsque notre alimentation est riche en sucre et en glucides raffinés, nous nourrissons littéralement l'armée de micro-organismes néfastes. Ils commencent à dominer, repoussant la flore bénéfique. C'est ce qu'on appelle la dysbiose. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. Ces mauvaises bactéries
ne sont pas de simples mangeurs passifs. Elles ont appris à manipuler leur hôte, c'est-à-dire nous, afin d'obtenir davantage de leur nourriture favorite. Elles peuvent fabriquer des protéines spécifiques qui imitent nos hormones de faim et de satiété. Elles peuvent influencer nos récepteurs gustatifs, rendant le goût sucré encore plus irrésistible. Elles peuvent agir sur le nerf vague, qui relie directement l'intestin au cerveau, en envoyant des signaux que nous percevons comme un besoin irrépressible de sucre. Au fond, ce n'est plus vous qui avez envie de ce gâteau, mais les milliards de bactéries affamées dans votre intestin qui réclament leur dose de sucre. Résister à cette pression intérieure devient alors incroyablement difficile. Visualisation possible. Imaginez une animation de l'intestin où les bonnes bactéries, représentées par des anges, et les mauvaises bactéries, par des démons, s'affrontent. Quand un brocoli tombe d'en haut, les anges se renforcent. Quand c'est un bonbon, l'armée des démons grandit et prend le contrôle de la marionnette humaine. Pour faire suite au sujet du microbiome, il est indispensable de faire un focus sur l'un de ces mauvais hôtes les plus célèbres, le champignon de type levure, Candida albicans. En temps normal, le candida est présent en petite quantité dans l'intestin, sur la peau et les muqueuses de la majorité des individus en bonne santé. Il est inoffensif, car sa prolifération est strictement contrôlée par nos bonnes bactéries et notre système immunitaire. Cependant, sous certaines conditions, comme après un traitement antibiotique qui élimine aussi bien les mauvaises que les bonnes bactéries, en cas de stress chronique, d'immunité affaiblie, ou surtout en adoptant un régime alimentaire riche en sucre, le candida peut se mettre à proliférer de manière anarchique. C'est ce qu'on appelle la candidose. Le candida est un véritable sucre addict. Son carburant principal, ce sont les sucres simples et les glucides raffinés. En s'étendant, ils forment dans l'intestin de véritables colonies qui réclament un afflux permanent de leurs carburants favoris. Et, à l'instar d'autres micro-organismes pathogènes, le candida a le pouvoir de nous manipuler de façon extrêmement efficace. Il libère dans la circulation sanguine plus de 79 toxines différentes, dont l'acétaldéhyde, qui est, soit dit en passant, la même molécule responsable de la gueule de bois. Ces toxines sont à l'origine de tout un éventail de symptômes désagréables, fatigue chronique, brouillard cérébral, troubles digestifs, ballonnements, gaz, éruptions cutanées et sautes d'humeur. Mais le plus important, le candida provoque directement un besoin impérieux, une véritable obsession pour le sucre et les aliments raffinés. C'est son mécanisme de survie. Il pirate littéralement notre biochimie pour s'assurer que nous continuons de le nourrir. Une personne souffrant de candidose peut connaître des fringales qui persistent même après un repas et son besoin de sucré devient alors quasi incontrôlable. Il ne s'agit plus d'une simple envie de gâteau, mais d'un véritable besoin physiologique dicté par le champignon lui-même. De plus, les déchets métaboliques du candida peuvent nuire à la production de sérotonine dans l'intestin. Ce déséquilibre conduit à son tour à une humeur morose et à des états dépressifs que nous tentons alors de compenser en mangeant des aliments sucrés. On se retrouve ainsi dans un véritable cercle vicieux. Le sucre nourrit le candida provoque la fringale et la mauvaise humeur, et nous soignons cette mauvaise humeur par encore du sucre. Il est essentiel de briser ce cercle. Pour y parvenir, il faut priver le candida de sa nourriture en éliminant le sucre et les glucides simples de notre alimentation, et parallèlement rééquilibrer la flore intestinale en y introduisant de bonnes bactéries. Imaginez, une seule petite cellule de candida consomme un morceau de sucre et se met à se diviser à toute vitesse. Elle se transforme en une colonie immense et menaçante qui tisse ses filaments et ses tentacules dans tout votre intestin. Pour beaucoup de femmes, l'envie de sucre n'est pas un phénomène constant, mais plutôt cyclique, s'intensifiant à certains moments du mois. Ce phénomène porte un nom,
Le syndrome prémenstruel, ou SPM, le désir irrésistible de dévorer une tablette de chocolat entière, une boîte de bonbons ou un pot de glace quelques jours avant les règles est bien connu. Et ce n'est absolument pas une invention ou un caprice, mais le résultat de véritables tempêtes hormonales qui se déroulent dans l'organisme féminin. Dans la seconde phase du cycle menstruel, après l'ovulation, on observe une chute brutale des niveaux d'œstrogène et de progestérone. Ces fluctuations hormonales impactent directement la chimie de notre cerveau. Elles entraînent notamment une baisse du taux de sérotonine, le hormone du bonheur, et de dopamine, le hormone du plaisir. J'ai dit là, le cerveau, privé de sa dose habituelle de ces neurotransmetteurs, commence à souffrir d'un manque d'émotions positives. Nous devenons plus irritables, plus émotives, plus anxieuses. Le cerveau cherche alors instinctivement le moyen le plus rapide de rétablir l'équilibre. Comme nous le savons, les aliments sucrés et riches en glucides sont une méthode express pour augmenter temporairement les niveaux de sérotonine et de dopamine. À ce moment-là, le chocolat n'est pas seulement un aliment, c'est un remède, un moyen d'auto-assistance, une façon de remonter rapidement un moral en berne. De plus, le taux de cortisol, l'hormone du stress, augmente également durant cette période, ce qui amplifie d'autant plus l'attrait pour les aliments réconfortants. Le corps essaie en quelque sorte de faire face au stress induit par les changements hormonaux en utilisant le sucre et le gras. Un autre facteur clé est la fluctuation de la glycémie. Les variations d'œstrogène et de progestérone peuvent temporairement provoquer une légère résistance à l'insuline, ce qui fait que les cellules assimilent moins bien le glucose. Cela entraîne des pics et des chutes de sucre dans le sang plus marqués, provoquant des fringales et une forte envie de glucides rapides. Enfin, comme nous l'avons déjà mentionné, de nombreuses femmes présentent parfois une carence en magnésium durant cette période, un minéral fortement consommé lors des ajustements hormonaux. Or, l'attirance pour le chocolat est un signe classique d'un manque de magnésium, car les fèves de cacao en sont très riches. Le corps nous indique lui-même ce qui lui manque. Ainsi, si vous remarquez chez vous ce besoin cyclique de sucre, inutile de vous culpabiliser. Il est essentiel d'en comprendre la nature et d'essayer d'aider votre corps par d'autres moyens. Augmentez votre consommation d'aliments riches en magnésium et en tryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine. Intégrez davantage de glucides complexes dans votre alimentation pour stabiliser la glycémie et trouvez des méthodes saines pour gérer votre stress. Visuellement, on pourrait montrer un graphique des hormones féminines au cours du mois, et au moment de leur chute, une bulle de pensée apparaît avec une envie de chocolat. La thyroïde est une petite glande en forme de papillon située à l'avant du cou. Mais malgré sa taille modeste, elle est le chef d'orchestre principal de notre métabolisme. Les hormones qu'elle produit contrôlent la vitesse à laquelle notre corps brûle les calories et génère de l'énergie. Lorsque la thyroïde fonctionne normalement, notre métabolisme est en équilibre. Mais si sa fonction ralentit, un état appelé hypothyroïdie, c'est tout l'échange métabolique qui se met au ralenti. Imaginez qu'on ait tourné le bouton de réglage de la vitesse de votre moteur interne au minimum. Tous les processus de l'organisme commencent à se dérouler plus lentement. L'un des principaux symptômes de l'hypothyroïdie est une fatigue constante et chronique, une faiblesse, une apathie et une somnolence. La personne manque littéralement d'énergie pour tout. Or, il est difficile de se réveiller le matin, difficile de se concentrer au travail, et il n'y a plus de force pour l'activité physique. Et que fait le corps quand il manque cruellement d'énergie? Il commence à réclamer le carburant le plus rapide et le plus simple qu'il connaisse, les sucres et les glucides simples. L'envie irrépressible de sucré et de féculents en cas d'hypothyroïdie n'est pas un problème psychologique, mais une tentative désespérée de l'organisme pour, d'une manière ou d'une autre, accélérer son métabolisme ralenti et obtenir un regain d'énergie. Une personne
souffrant d'hypothyroïdie non diagnostiquée, peut constamment lutter contre la prise de poids, car les calories sont brûlées très lentement, tout en éprouvant un désir irrésistible pour les aliments qui provoquent cette prise de poids. C'est une situation très frustrante. Ah, t'as-tu de temps? A-t-il dit? Outre la fatigue et l'attirance pour le sucre, d'autres symptômes peuvent indiquer une hypothyroïdie. La chute de cheveux, la peau sèche, les ongles cassants, une sensation de froid constante appelée frilosité, des œdèmes, la constipation et un moral en berne. L'hypothyroïdie est un problème très courant, surtout chez les femmes, et elle passe souvent inaperçue pendant des années. Par conséquent, si vous vous êtes reconnu dans cette description, c'est une raison sérieuse de consulter un endocrinologue pour vérifier votre fonction thyroïdienne. Lutter contre l'envie de sucrer sans corriger le trouble hormonal sous-jacent sera comme se battre contre des moulins à vent. L'image visuelle pourrait être celle d'une tortue portant une pancarte « Métabolisme » qui avance à peine, tandis qu'une personne à côté essaie de l'encourager avec un bonbon pour qu'elle aille plus vite. Les glandes surrénales sont des glandes paires situées, comme leur nom l'indique, au-dessus des reins. Leur rôle principal est de nous aider à gérer le stress en produisant des hormones essentielles comme le cortisol et l'adrénaline. Dans le monde moderne, saturé de stress chronique, nos surrénales fonctionnent pratiquement sans répit. Les deadlines, constants au travail, les problèmes financiers, le manque de sommeil, la surcharge informationnelle, tout cela maintient les surrénales en mode alerte maximale en permanence. Avec le temps, si le stress ne s'arrête pas et si l'organisme n'obtient pas le repos nécessaire pour récupérer, les glandes surrénales peuvent s'épuiser. Leur capacité à réagir adéquatement au stress et à produire la bonne quantité d'hormones diminue. Cet état est souvent appelé syndrome de fatigue surrénale ou épuisement surrénalien. Bien que ce terme ne soit pas toujours reconnu par la médecine conventionnelle, les symptômes qu'il décrit sont familiers à beaucoup. Au premier stade, lorsque l'organisme essaie encore de lutter, le taux de cortisol peut rester constamment élevé. Comme nous le savons, cela mène à une augmentation du sucre sanguin, à l'insulinorésistance et à un fort besoin irrépressible de sucré et de salé. Mais au stade plus avancé de l'épuisement, les surrénales ne parviennent plus à produire assez de cortisol. Son taux, surtout le matin, devient alors trop bas. Il en résulte une fatigue profonde, écrasante, que même un long sommeil ne parvient pas à soulager. La personne se sent complètement à plat. Il lui est extrêmement difficile de sortir du lit. Dans cette situation, l'organisme cherche instinctivement des stimulants externes pour essayer de se donner un coup de fouet. Les plus accessibles sont la caféine et le sucre. Une tasse de café, avec une gâterie sucrée, devient une nécessité vitale pour simplement démarrer la journée. Au cours de la journée, peuvent survenir de brusques accès de faiblesse et des vertiges, liés à une chute de la glycémie, l'hypoglycémie, qui poussent à nouveau à manger quelque chose de sucré d'urgence. On tombe dans la dépendance de ces boosts énergétiques rapides. S'ils offrent un regain de vitalité à court terme, ils épuisent encore davantage, à long terme, les surrénales déjà fatiguées. C'est comme fouetter un cheval à bout de souffle. Il courra encore un peu, mais finira par s'effondrer. Rétablir la fonction surrénale est un long processus. Il exige avant tout une gestion du stress, une normalisation du sommeil et une alimentation équilibrée qui exclut les béquilles du sucre. On pourrait visualiser la glande surrénale comme une batterie. Elle est d'abord chargée à 100%, puis à 50%, puis à 1%, et la personne essaie de la recharger avec une simple barre de chocolat. Passons maintenant du domaine de la physiologie à celui de la psychologie et du comportement. Très souvent, notre envie de sucre n'a aucune cause biochimique. Il s'agit simplement d'une habitude acquise, poussée jusqu'à l'automatisme. Notre cerveau raffole des rituels et des habitudes parce qu'ils lui permettent d'économiser de l'énergie. Il n'a pas besoin de prendre une décision à chaque fois, il agit simplement selon un schéma préétabli.
et la consommation de sucreries s'intègre très facilement dans ces rituels quotidiens. Pensez à votre journée type. Avez-vous l'habitude de commencer la matinée avec un café sucré et un croissant? Ou de toujours prendre un dessert après le déjeuner? Ou peut-être que votre rituel du soir consiste à regarder une série avec un paquet de biscuits ou une tasse de thé accompagnée de bonbons. Ces actions se répètent jour après jour, année après année. Le cerveau crée alors une connexion neuronale solide entre une action spécifique, le café du matin, le déjeuner, la série du soir, et la consommation de sucre qui s'ensuit. Avec le temps, ce lien devient si fort qu'une action déclenche automatiquement l'envie d'en commettre une autre. Rien que l'odeur du café le matin vous fait saliver et penser à un croissant. Vous ne vous demandez même pas si vous en avez vraiment envie. C'est une simple habitude, un réflexe, comme chez le chien de Pavlov. Vous agissez en pilote automatique. Ces rituels ne sont souvent pas seulement liés à un moment ou à une action, mais aussi à des lieux ou à des personnes idoles spécifiques. Par exemple, vous achetez toujours du pop-corn sucré au cinéma, ou vous mangez toujours du gâteau lorsque vous rendez visite à votre grand-mère. Ces déclencheurs externes, le cinéma, la grand-mère, activent un réflexe conditionné et l'envie de manger quelque chose de sucré, même si vous n'avez pas faim. Combattre de telles habitudes peut être très difficile, car elles sont profondément ancrées dans notre subconscient. Le simple fait de se dire « je ne mangerai plus de sucre le soir » est souvent inefficace. Il faut une approche consciente. Vous devez d'abord identifier et reconnaître vos rituels. À quel moment le désir apparaît-il? Qu'est-ce qui le précède? Il faut ensuite s'efforcer de remplacer la vieille habitude par une nouvelle, plus saine. Par exemple, au lieu des biscuits avec le thé du soir, prenez quelques baies ou une poignée de noix. Ou après le déjeuner, remplacez le dessert par une courte promenade. Au début, cela demandera des efforts et du contrôle de soi, mais avec le temps, le cerveau formera une nouvelle connexion neuronale et l'habitude saine deviendra elle aussi automatique. On peut le schématiser ainsi. Le déclencheur. Par exemple, la série télévisée du soir mène à la détection. Aller à la cuisine chercher des biscuits qui mène à la récompense. Le plaisir du sucré. L'objectif est de remplacer l'action par quelque chose de nouveau, comme préparer une tisane. L'une des causes psychologiques les plus puissantes de l'attirance pour le sucre est ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. C'est une situation où nous utilisons la nourriture, et tout particulièrement les aliments sucrés, non pas pour combler une faim physique, mais pour gérer nos émotions. Le sucre devient alors notre consolateur, notre ami, une récompense ou un moyen de nous distraire des émotions désagréables. Voyons maintenant comment cela fonctionne avec différentes émotions. La tristesse, la solitude, le ressentiment. Quand ça ne va pas, on cherche du réconfort. Sur le plan biochimique, les aliments sucrés, gras, ce qu'on appelle la comfort food, stimulent la production de sérotonine et d'endorphine, provoquant une sensation de soulagement et de bien-être de courte durée. C'est un peu comme une couverture chaude pour notre âme. La glace après une rupture amoureuse en est l'exemple classique. Gabera. L'anxiété et le stress. Comme on le sait, le stress augmente le taux de cortisol et nous pousse vers des aliments riches en calories. Le simple fait de mâcher peut avoir un effet calmant, presque méditatif. Et la saveur sucrée nous distrait des pensées angoissantes, en détournant notre attention vers des sensations agréables. Davigapk. La joie et la célébration. Depuis l'enfance, le sucré est associé à la fête. Le gâteau d'anniversaire, les chocolats à Noël. Nous avons pris l'habitude de nous récompenser et de marquer les événements heureux avec des desserts. Vous avez réussi un examen, un gâteau, une promotion, commander une pâtisserie. Le sucre devient ainsi synonyme de récompense et de succès. Daralibjud. L'ennui. Quand on n'a rien à faire, manger devient un divertissement simple et facile d'accès.
Un aller-retour au frigo est une manière d'interrompre la monotonie, d'obtenir de nouvelles sensations, d'occuper ses mains et sa bouche. Une collation sucrée nous offre un petit pic de dopamine et aide à égayer les minutes ennuyeuses. Dalag. Comment faire la différence entre la faim émotionnelle et la faim physique? La faim physique arrive progressivement, elle peut attendre, et après avoir mangé, vous vous sentez rassasié. La faim émotionnelle est soudaine, elle exige une satisfaction immédiate, et vous avez envie de quelque chose de très précis, une tablette de chocolat, pas une soupe. Et le plus important, après avoir noyé une émotion dans la nourriture, vous êtes souvent envahi par un sentiment de culpabilité et de honte, ce qui ne fait qu'aggraver le problème initial. La clé pour lutter contre l'alimentation émotionnelle est de développer sa pleine conscience. Il faut apprendre à identifier ses véritables émotions et à trouver des moyens sains, sans rapport avec l'alimentation, pour les traverser. Si vous êtes triste, appelez un ami, regardez un bon film. Si vous êtes stressé, prenez un bain, allez vous promener. Si vous vous ennuyez, trouvez une activité ou un hobby. La nourriture ne résout pas les problèmes émotionnels, elle ne fait que les masquer temporairement. Imaginez la scène. Une personne avec un nuage de pluie au-dessus de sa tête, symbolisant la tristesse. Elle mange un gâteau, le nuage disparaît un instant, mais il revient, plus gros et plus sombre, et cette fois, il y a des éclairs. La culpabilité. La majorité de nos habitudes alimentaires et notre relation à la nourriture s'ancrent dans la toute petite enfance. Et les schémas que nous recevons de nos parents et grands-parents peuvent diriger notre comportement de manière inconsciente pendant toute notre vie. L'un des schémas les plus courants et les plus délétères est l'utilisation des sucreries comme outil éducatif, une récompense pour bonne conduite ou une consolation en cas de chagrin ou d'échec. Rappelez-vous ces phrases. Si tu es sage, tu auras un bonbon. Mange ta soupe, après tu auras le dessert. Ne pleure pas, tiens, mange ce chocolat, tout va s'arranger. Quel mécanisme se met en place dans la tête de l'enfant à ce moment-là? Il assimile plusieurs modèles très solides. Premièrement, une association se forme. Bonne conduite, sucrerie. Les douceurs deviennent la récompense principale, l'étalon de mesure du succès. L'enfant apprend à agir, non pas parce que c'est juste ou intéressant, mais uniquement pour obtenir le bonbon tant convoité. Ce modèle est transféré à l'âge adulte. Nous commençons à nous récompenser avec des sucreries pour la moindre de nos réussites. J'ai travaillé si dur toute la semaine, je mérite bien ce gâteau. Deuxièmement, la nourriture est divisée en deux catégories. La mauvaise, mais obligatoire, soupe, légumes, et les dzin, bonne, et souhaitée, le dessert. Le dessert devient l'objectif, le point culminant du repas. Les aliments sains sont perçus comme un obstacle frustrant sur le chemin du plaisir. Cela fausse complètement une relation saine à l'alimentation et façonne ce que l'on appelle la mentalité dessert. Troisièmement, et c'est peut-être le plus dangereux, l'enfant apprend à manger ses émotions négatives. Il est triste, il est tombé, on l'a blessé, et au lieu d'apprendre à gérer ses sentiments, à en parler, à recevoir du soutien, il reçoit du sucre. Le sucré devient un antidouleur universel pour les blessures de l'âme. Il n'apprend pas à faire face aux difficultés, il apprend à les ignorer grâce à la nourriture. À l'âge adulte, ce schéma mène à l'alimentation émotionnelle, un sujet dont nous avons déjà parlé. Au moindre stress, au moindre échec, la main se tend machinalement vers ce consolateur connu depuis l'enfance. Il est très difficile de se défaire de ces schémas profonds, car ils sont perçus comme faisant partie de nous-mêmes. La première étape est d'en prendre conscience. Analysez votre enfance. Rappelez-vous comment les sucreries étaient gérées dans votre famille. Et réalisez que ce n'est qu'un simple programme appris, que l'on peut et que l'on doit réécrire. Psatatio,
Commencez par vous féliciter et vous récompenser, non pas avec de la nourriture, mais avec d'autres plaisirs. Une séance au spa, l'achat d'un livre, une rencontre avec des amis. Une image mentale peut aider. Imaginez un dessin animé où une mère donne un bonbon à son enfant en pleurs et au-dessus de sa tête, un lien neuronal se forme avec une petite ampoule allumée. Tristesse, bonbon. L'ennui et la procrastination sont une autre cause psychologique fréquente qui nous pousse à manger du sucre. Combien de fois, en étant assis au travail ou à la maison face à une tâche difficile que vous n'avez absolument pas envie de faire, vous êtes-vous dit « Et si j'allais prendre un thé avec un biscuit ?» Cette virée à la cuisine n'est rien d'autre qu'un moyen de repousser la tâche déplaisante et d'obtenir une petite dose de plaisir rapide. Notre cerveau est paresseux par nature. Il n'aime pas se fatiguer ni gaspiller son énergie dans des tâches cognitives complexes. Quand il est confronté à quelque chose de difficile ou d'ennuyeux, écrire un rapport, réviser ses examens, nettoyer l'appartement, il se met à chercher n'importe quel moyen pour échapper à ce travail. Et la nourriture, surtout sucrée, est le candidat idéal pour cette manœuvre de diversion. Premièrement, c'est une pause légale et socialement acceptable. On se dit, je ne suis pas en train de ne rien faire, je suis juste en train de prendre une pause collation. Deuxièmement, c'est une source de plaisir garantie. Manger un bonbon provoque une libération de dopamine qui nous donne cette sensation de satisfaction et de récompense que nous ne pouvons pas obtenir d'un travail ennuyeux. C'est comme si le cerveau nous disait « Regarde, tu n'as pas besoin de faire ce rapport barbant pour te sentir bien. Il suffit de manger une barre de chocolat. » Troisièmement, le processus lui-même, se lever, aller à la cuisine, préparer le thé, choisir le biscuit, est un rituel qui aide à gagner du temps et à retarder le moment de se remettre à la tâche désagréable. L'ennui fonctionne un peu de la même manière. Lorsque notre cerveau manque de stimulation extérieure, il se met à la rechercher activement. Et la nourriture est le moyen le plus simple et le plus accessible d'obtenir de nouvelles sensations. Le goût, l'odeur, la texture. Grignoter par ennui, c'est une tentative pour chasser la morosité mentale et l'apathie. Le problème, c'est que cette façon de lutter contre l'ennui et la procrastination ne résout pas le problème de fond. Le rapport reste non rédigé, l'appartement non rangé. Mais en plus de cela, s'ajoutent la culpabilité et les conséquences négatives pour la santé liées à l'excès de sucre. Pour rompre ce lien, il faut apprendre à gérer la procrastination avec d'autres méthodes. Par exemple, utiliser la technique Pomodoro, travailler 25 minutes, puis faire une pause de 5 minutes, mais pas pour manger, plutôt pour faire des étirements ou des exercices de respiration. Quant à l'ennui, il faut le combattre en se trouvant des activités et des loisirs stimulants qui éveilleront vraiment le cerveau, plutôt que d'utiliser un dopage sucré. Pour illustrer cela, imaginez un employé de bureau assis devant une montagne de dossiers. Au-dessus de sa tête, un nuage noir porte l'inscription « Rapport ennuyeux ». Il repousse les papiers, prend un biscuit, et le nuage est remplacé un instant par un arc-en-ciel. Mais il revient aussitôt, et la pile de dossiers est encore plus haute. Nous sommes des êtres profondément sociaux, et notre comportement alimentaire est intimement lié à notre environnement, à nos traditions et aux normes culturelles. Il nous arrive de manger des sucreries, non pas par réelle envie, mais parce que c'est la coutume ou par crainte de vexer notre entourage. C'est ce que l'on appelle la pression sociale. Examinons ensemble quelques situations typiques. Les fêtes et réunions de famille, un anniversaire sans gâteau, les fêtes de fin d'année sans bûches et autres desserts. C'est presque impensable. Les douceurs sont un attribut essentiel de ces célébrations dans notre culture. Refuser une part de gâteau à l'anniversaire d'un ami ou le fameux dessert de grand-mère lors d'un repas de famille peut être perçu comme un manque de respect, voire une offense. Les phrases comme « Tu ne me respectes pas alors » ou « J'ai passé tellement de temps à le préparer juste pour toi et tu n'en prends pas »
sont de puissants leviers de manipulation auxquels il est très difficile de résister. On mange pour ne pas vexer, pour faire comme tout le monde, pour contribuer à la bonne ambiance générale. Draaibill, les invitations. Lorsque l'on est invité, on vous proposera inévitablement un café ou un thé accompagné de quelque chose de sucré. Refuser est souvent gênant. Les hôtes pourraient bien croire que vous n'appréciez pas leur compagnie ou que vous trouvez leurs attentions mauvaises. On finit donc par manger un biscuit ou un bonbon par pure politesse. Draaibill, les pauses, café, au travail. Au bureau, il y a toujours quelqu'un qui apporte un gâteau pour un anniversaire, des chocolats après les vacances ou simplement des biscuits. C'est une forme d'interaction sociale, de team building. Refuser de participer à ce rituel, c'est en quelque sorte s'isoler du collectif. Même si vous n'avez pas envie de sucre, vous vous rendez à la cuisine avec les autres pour échanger et éviter d'être la brebis galeuse. Les sorties entre amis. Aller prendre un café avec une amie implique presque toujours de commander non seulement une boisson, mais aussi un dessert. Cela fait partie du rituel. Si votre ami prend un cheesecake, il est difficile de résister à la tentation de commander quelque chose pour soi, même si l'on n'a pas faim. C'est l'instinct grégaire qui entre en jeu, associé à la peur de se démarquer. Résister à la pression sociale n'est pas chose aisée. Cela demande une bonne dose de confiance en soi et la capacité de défendre ses limites avec politesse, mais fermeté. Il est essentiel d'apprendre à dire « non, merci » sans culpabiliser. On peut utiliser des phrases comme « merci beaucoup, c'est très tentant, mais je n'ai pas faim pour le moment, je n'ai pas envie de sucre » ou encore « je prendrai le thé avec grand plaisir, mais je me passerai de dessert ». Avec le temps, votre entourage s'habituera à votre choix et cessera de faire pression. L'exemple typique serait celui d'une table de fête où tout le monde a sa part de gâteau, sauf une personne qui refuse poliment. Au début, on la regarde avec surprise, mais la fête continue et tout va bien. Nous vivons dans un monde où la publicité nous bombarde sans cesse, et l'industrie agroalimentaire dépense des milliards de dollars pour nous inciter à désirer et à acheter ces produits. En particulier ceux qui sont riches en sucre, en sel et en matières grasses. Les marketeurs sont de brillants psychologues. Ils connaissent toutes nos vulnérabilités et savent parfaitement en jouer. Passons en revue leurs principales stratégies. Création d'associations. La publicité ne vous vend jamais une simple tablette de chocolat. Elle vous vend du bonheur, de la joie, des valeurs familiales, du romantisme, le plaisir absolu. Pensez aux publicités. La famille heureuse qui prend son petit déjeuner avec des céréales sucrées, le couple amoureux qui partage un chocolat, les amis qui rient autour d'un soda sucré. Notre cerveau crée un lien associatif fort. Ce produit est égal à une émotion positive. Et lorsque ces émotions nous manquent dans la vie, nous allons au magasin et nous achetons non pas le produit, mais son image véhiculée par la publicité. 2. L'emballage accrocheur. Le design de l'emballage est élaboré en tenant compte de la psychologie des couleurs et des formes. Les couleurs vives et éclatantes, comme le rouge, le jaune ou l'orange, attirent l'attention et ouvrent l'appétit. Les illustrations de personnages souriants, surtout sur les produits pour enfants, inspirent confiance et génèrent des émotions positives. Quant au nom de produits, merveille, tendresse, délice, ils nous promettent non seulement un aliment, mais une véritable expérience émotionnelle. 3. L'emplacement stratégique en magasin. Les achats les plus impulsifs et souvent les moins sains, comme les chocolats, les bonbons ou les chewing-gums, sont toujours placés dans la zone stratégique, c'est-à-dire aux caisses. Pendant que vous faites la queue, fatigué après vos courses, votre regard est inévitablement attiré par ces emballages colorés. Votre autocontrôle diminue et votre main se tend machinalement pour ajouter cette petite joie dans le panier. Les produits destinés aux enfants, eux, sont placés sur les étagères inférieures, à la hauteur de leurs yeux, afin qu'ils puissent les saisir eux-mêmes et les réclamer à leurs parents. 4. La publicité cachée,
ou placement de produit, votre héros préféré dans un film boit un certain soda ou mange un type de biscuit précis. Un blogueur populaire vous recommande subtilement sa boisson énergisante favorite. Nous ne percevons pas cela comme une publicité directe, mais comme un élément de la vie du personnage ou une recommandation d'une personne de confiance. Cela crée une fidélité à la marque et un désir d'imitation. 5. La manipulation autour des notions de bénéfice et de naturel. Les marketeurs abusent de termes comme fitness, céréales, enrichi en vitamines, naturel ou fermier sur des emballages de produits qui en réalité contiennent une quantité astronomique de sucre. Une barre fitness peut contenir autant de sucre qu'une tablette de chocolat classique. Et un jus de fruits naturel n'est souvent rien de plus que de l'eau sucrée sans fibres. Nous achetons l'illusion d'un bénéfice, nous mentant à nous-mêmes. Prendre conscience de ces stratagèmes est le premier pas pour y résister. Il faut apprendre à lire non pas les slogans colorés sur la face avant de l'emballage, mais les petits caractères de la liste d'ingrédients au dos. Rappelez-vous toujours, la publicité ne nous vend pas de la nourriture, elle nous vend un rêve. L'un des pièges les plus insidieux, même pour ceux qui essaient de manger sainement, c'est le sucre caché. On peut sciemment éviter les gâteaux, les bonbons et les sodas, mais consommer malgré tout une quantité astronomique de sucre dans des produits qu'on pense sains ou neutres. Les industriels sont passés maîtres dans l'art de masquer le sucre, l'ajoutant à presque tous les aliments préparés pour en améliorer le goût, la texture et prolonger la durée de conservation. Faisons une petite inspection de notre réfrigérateur type pour démasquer ses ennemis cachés. Les petits déjeuners sains, muesli, granola, flocons d'avoine instantanés, céréales, fitness. Ça a l'air parfait, non? Mais lisez attentivement les étiquettes. Dans la plupart d'entre eux, le sucre, ou ses alias, sirop de glucose, fructose, mélasse, figure en 2e ou 3e position après les céréales. Une seule portion de ces prétendues céréales saines peut contenir l'intégralité de l'apport quotidien recommandé en sucre. Les produits laitiers, le yaourt aux fruits, 0% de matière grasse est l'archétype de l'aliment faussement sain. Pour compenser le manque de saveur dû à l'absence de graisse, les fabricants y ajoutent du sucre sans modération. Un simple petit pot de ce type peut renfermer l'équivalent de 3 à 4 cuillères à café de sucre. Il en va de même pour les desserts à base de fromage blanc, les petits suisses sucrés et les milkshakes. Les sauces et assaisonnements. Ketchup, sauce barbecue, sauces aigres douces, vinaigrettes prêtes à l'emploi. Ce sont de véritables bombes de sucre. On en arrose des aliments pourtant sains, viande, légumes, sans se douter qu'on ingère plusieurs cuillerées de sucre pur. Même la moutarde et la mayonnaise contiennent souvent du sucre. Pain et viennoiserie. Le sucre est ajouté à la plupart des pains industriels, même les variétés non sucrées, pour faciliter le processus de fermentation et donner une belle couleur dorée à la croûte. Les conserves, maïs, petits pois, haricots, cornichons et tomates marinées. On y ajoute souvent du sucre comme conservateur et exhausteur de goût. Les boissons. Les sodas sont des ennemis évidents. Mais que dire des jus de fruits en briques, même les 100% pur jus? Ce n'est en substance que de l'eau avec une quantité impressionnante de sucre de fruits, le fructose, mais sans les fibres bénéfiques qui ralentiraient son absorption. Thé glacé en bouteille, nectar, compotes à boire, autant de sources de sucre liquide. Plats préparés et produits semi-finis. De la pizza surgelée aux soupes en briques en passant par les croquettes, le sucre se cache dans les endroits les plus inattendus. Il sert d'exhausteur de goût universel. Pour ne plus tomber dans le panneau, il n'y a qu'une seule solution, prendre l'habitude de toujours lire les étiquettes. Apprenez à identifier les autres appellations du sucre utilisées par les fabricants. Saccharose, fructose, glucose,
dextrose, maltose, mélasse, sirop inverti, sirop de maïs. Si l'un de ces ingrédients figure en tête de liste, cela signifie que le produit en contient une quantité importante. Visuellement, on pourrait accompagner ceci d'une infographie, l'image d'un yaourt sain, avec juste à côté le nombre de morceaux de sucre qu'il contient. Pour tenter de réduire leur apport en calories et en sucre, de nombreuses personnes se tournent vers des produits contenant des édulcorants artificiels, soda light, confiserie sans sucre, ou encore les célèbres comprimés de substituts de sucre. Cela semble être la solution idéale, le goût sucré, mais sans les calories. Pourtant, les choses sont loin d'être aussi simples. Les édulcorants artificiels peuvent tromper notre organisme et, paradoxalement, intensifier nos envies de sucre à long terme. Comment cela se passe-t-il? Que le goût sucré provienne du sucre ou de son substitut, notre langue l'identifie. Un signal est envoyé au cerveau. Attention, apport d'énergie et de glucose imminent. En réponse, le cerveau se prépare. Le pancréas peut même libérer une petite dose d'insuline en prévision de cet apport. Mais le sucre n'arrive pas d'énergie. Le cerveau est alors pris de confusion. Il a reçu une promesse de récompense, mais sans la récompense elle-même. Cette tromperie peut entraîner plusieurs conséquences négatives. Premièrement, cela perturbe l'association goût sucré et calories. L'organisme cesse de faire confiance à ses récepteurs gustatifs. La fois suivante, où vous mangerez quelque chose de naturellement sucré, un fruit par exemple, le cerveau risque d'évaluer de manière inadéquate son apport calorique et de ne pas envoyer les signaux de satiété au bon moment. Ce dysfonctionnement peut mener à une suralimentation. Deuxièmement, l'attente insatisfaite de la récompense ne fait qu'intensifier la fringale. Le cerveau, qui a été berné, réclamera une vraie douceur, un vrai sucre, afin d'obtenir finalement sa dose de dopamine et son apport énergétique. Résultat, après avoir bu un cola light, vous pourriez vous retrouver, peu de temps après, avec une envie irrésistible de vous jeter sur un vrai dessert. Troisièmement, des études suggèrent que les édulcorants artificiels pourraient avoir un impact négatif sur le microbiote intestinal. Ils peuvent déséquilibrer la flore bactérienne, favorisant la prolifération des espèces associées à l'obésité et aux troubles métaboliques. Or, comme on le sait, notre microbiote influence directement nos préférences alimentaires. En clair, en essayant de contourner notre envie de sucrer, nous risquons de nourrir des bactéries intestinales qui, elles, vont en réclamer encore plus fort. Bien sûr, tous les substituts de sucre ne se valent pas. Certains, comme la stevia ou l'érythritol, sont considérés comme plus sûrs. Néanmoins, même avec eux, la modération est de mise. La meilleure stratégie consiste à ne pas remplacer le sucre par son imitation, mais à sevrer progressivement ses récepteurs de ce goût excessivement sucré. Avec le temps, les aliments simples, les fruits et les légumes vous sembleront étonnamment doux et savoureux, sans aucun ajout. Pour imager cela, imaginez une bande dessinée. Le cerveau voit la molécule d'édulcorant sur la langue et se prépare joyeusement à recevoir l'énergie. Mais l'énergie n'arrive pas. Alors, le cerveau, frustré, se met en colère et réclame un vrai gâteau. Dans leur quête de minceur, nombreux sont ceux qui adoptent des régimes stricts, très faibles ou même sans glucides, éliminant totalement de leur alimentation non seulement les sucres et les produits raffinés, mais aussi les céréales complètes, et parfois même certains légumes et fruits. À court terme, cela peut offrir des résultats rapides sur la balance. Cependant, à long terme, cela mène presque toujours à des craquages et à une envie irrépressible, précisément pour les aliments qui étaient interdits. Pourquoi ce phénomène? Il est essentiel de comprendre que tous les glucides ne se valent pas. D'un côté, il y a les glucides simples ou rapides, le sucre, la farine blanche, les sucreries. Ils procurent un pic d'énergie rapide, mais de courte durée, et provoquent des pics d'insuline,
De l'autre, on trouve les glucides complexes ou lents. Les céréales complètes comme le sarrasin, le riz brun ou l'avoine, ainsi que les légumineuses, les légumes et le pain complet. Composés de longues chaînes de molécules, ils sont digérés lentement par l'organisme, libérant progressivement le glucose dans le sang. Les glucides complexes sont notre principale et plus saine source d'énergie. Ils sont essentiels au bon fonctionnement du cerveau, des muscles et de tous les systèmes corporels. De plus, ils constituent la source majeure de fibres qui nourrissent notre microbiote intestinal et assurent une satiété durable. En éliminant totalement tous les glucides, y compris les complexes, on prive notre corps de son carburant principal. Certes, l'organisme peut s'adapter et utiliser les graisses comme source d'énergie, processus appelé cétose. Mais pour beaucoup, cette transition est vécue comme un stress. Le cerveau, habitué à fonctionner à la seule glucose, se retrouve en état de famine énergétique. Par ailleurs, l'exclusion totale des glucides peut entraîner une diminution de la production de sérotonine, car, rappelons-le, l'insuline est nécessaire à sa synthèse. Il en résulte une mauvaise humeur, de l'apathie, de l'irritabilité et des pensées obsédantes de nourriture. Le corps est en état de manque et de stress. Tôt ou tard, la force de volonté s'épuise. C'est le craquage. Et bien sûr, on ne craque pas sur des brocolis ou du sarrasin, mais sur la source de plaisir et d'énergie la plus rapide et la plus concentrée, les gâteaux, les pâtisseries, le chocolat. Ce craquage est suivi d'un sentiment de culpabilité. La personne abandonne alors totalement son régime ou le reprend avec une détermination encore plus farouche, ce qui mènera inévitablement à un nouveau craquage, encore plus violent. La bonne stratégie n'est donc pas d'éliminer totalement les glucides, mais de remplacer les simples par les complexes. Il faut veiller à intégrer une portion de céréales complètes ou de légumes à chaque repas. Cela assure un niveau d'énergie stable, une meilleure humeur et prévient les craquages, rendant le processus de perte de poids confortable et durable. On peut visualiser cela comme un ressort. La personne le comprime fortement en suivant un régime strict, mais à un moment donné, les doigts se desserrent et le ressort se détend, jaillissant avec une force immense vers le gâteau. L'attirance pour le sucre n'est pas toujours que psychologique. Elle peut aussi être le signe d'un épuisement physique profond. C'est particulièrement vrai quand on soumet son corps à des charges excessives sans lui accorder assez de repos, ce qu'on appelle le surentraînement. Beaucoup de gens, voulant à tout prix mincir, s'épuisent avec des séances de sport quotidiennes et interminables. Ils pensent que plus ils transpirent, plus vite les résultats arriveront. Or, notre corps ne fonctionne pas de cette manière. L'effort physique est un stress pour le corps. En réaction, les fibres musculaires se dégradent, les réserves de glycogène s'épuisent et le système nerveux est mis à rude épreuve. La croissance musculaire et l'amélioration de la forme physique ne se produisent pas pendant l'entraînement, mais bien pendant la période de repos et de récupération qui suit. Si vous donnez à votre organisme une charge de travail adéquate et suffisamment de temps pour récupérer, ce qui inclut un sommeil et une nutrition de qualité, il devient plus fort et plus résistant. Mais si vous vous entraînez trop souvent, avec trop d'intensité, sans jamais vous reposer, le corps n'arrive plus à suivre. C'est l'installation du surentraînement. Les symptômes sont la fatigue chronique, des douleurs musculaires persistantes, une baisse des performances, de l'irritabilité, des troubles du sommeil, des rhumes fréquents dus à l'affaiblissement du système immunitaire. Et bien sûr, cette envie irrésistible de sucre. Pourquoi une telle attirance pour le sucre ? Premièrement, lors d'entraînements intenses, le corps épuise totalement ses réserves de glycogène, notre dépôt de sucre interne stocké dans les muscles et le foie. Après la séance, il doit absolument refaire le plein de ses réserves. Il envoie alors un signal puissant au cerveau réclamant des glucides rapides. C'est un processus physiologique normal. Cependant, en cas de surentraînement,
ce signal devient chronique et particulièrement intense. Deuxièmement, le surentraînement est une forme de stress chronique, ce qui implique un niveau de cortisol constamment élevé. Et la corrélation entre le cortisol et l'attirance pour la nourriture réconfortante, nous en avons déjà parlé en détail. Le corps essaie de compenser le stress physique par la nourriture, tout comme nous le faisons pour le stress émotionnel. Troisièmement, c'est une tentative désespérée d'obtenir un minimum d'énergie. Lorsque le corps est totalement épuisé et que le système nerveux est à bout, le sucre apparaît comme l'unique solution, un dopage rapide pour tenir le coup une journée de plus. Par conséquent, si vous faites beaucoup de sport et que vous êtes constamment attiré par le sucré, il est peut-être temps de revoir votre plan d'entraînement. Vous vous entraînez peut-être trop, ou vous ne dormez et ne récupérez pas assez? N'oubliez pas que le repos est une composante du processus d'entraînement tout aussi essentielle que l'effort lui-même. Imaginez un sportif qui court jusqu'à l'épuisement total sur un tapis de course, et au moment où il s'effondre, l'image salvatrice d'un donut apparaît devant ses yeux. Pour conclure notre enquête, posons-nous la question suivante. Cette envie de sucre est-elle codée dans nos gènes? Le fameux gène des becs sucrés, existe-t-il vraiment, celui qui nous permettrait d'excuser notre passion pour les desserts? La science nous répond que c'est un peu plus complexe que cela, mais qu'une prédisposition génétique bien réelle existe. Les chercheurs ont identifié plusieurs gènes qui influencent à la fois notre perception du goût sucré et la manière dont notre corps métabolise le sucre. Il existe, par exemple, des variations dans les gènes responsables de nos récepteurs gustatifs. Certaines personnes possèdent naturellement plus de récepteurs au goût sucré, ou alors ces récepteurs sont tout simplement plus sensibles. Pour elles, un aliment modérément sucré sera déjà très plaisant, tandis que les personnes ayant une sensibilité moindre auront besoin d'une quantité beaucoup plus importante de sucre pour ressentir le même niveau de plaisir. D'autres gènes, encore, influent sur la production et la sensibilité des récepteurs à la dopamine, notre neurotransmetteur du plaisir. Chez les personnes portant certaines variations de ces gènes, le sucre peut provoquer une réponse dopaminergique plus intense, ce qui les rend plus susceptibles de développer une forme de dépendance au sucre. D'autres gènes peuvent démoduler la façon dont notre corps produit et utilise les hormones de la faim et de la satiété, comme la gréline et la leptine, ou encore notre sensibilité à l'insuline. Toutes ces particularités génétiques peuvent créer une certaine prédisposition, une sorte de terrain biologique sur lequel il sera plus difficile pour une personne de maîtriser sa consommation de produits sucrés que pour une autre. Cependant, il est crucial de comprendre que les gènes ne sont pas une fatalité. Ils ne font que charger le pistolet, mais c'est notre mode de vie qui appuie sur la gâchette. La génétique détermine une prédisposition, mais pas notre destin. Même si vous avez ce fameux gène des becs sucrés, cela ne signifie pas que vous êtes condamné à une envie de sucre incontrôlable. L'épigénétique, cette science qui étudie comment notre mode de vie, notre alimentation, le stress et d'autres facteurs environnementaux peuvent allumer et éteindre nos gènes, démontre que nous avons un pouvoir d'influence considérable sur notre propre biologie. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments, une activité physique suffisante, un sommeil de qualité et une bonne gestion du stress. Tous ces facteurs peuvent atténuer les risques génétiques et vous aider à reprendre le contrôle de vos envies de sucre. Votre génétique, ce sont les cartes de départ qui vous ont été distribuées. Mais la manière dont vous allez jouer la partie ne dépend que de vous. Ne mettez donc pas tout sur le compte de l'hérédité. Concentrez-vous plutôt sur les facteurs qui sont dans votre zone de contrôle. Imaginez une double hélice d'ADN où certains gènes sont marqués comme prédisposition au sucre, mais juste à côté, des interrupteurs mode de vie peuvent les désactiver. Nous avons parcouru un long chemin ensemble, des micronutriments présents dans nos cellules jusqu'aux stratégies marketing mondiales. Quelle est donc la conclusion essentielle à retenir?
Votre envie constante de sucre n'est presque jamais un simple manque de volonté. C'est un signal complexe et multifacette que vous envoie votre corps et votre esprit. Ce peut être un cri d'alarme lié à une carence en chrome ou en magnésium. Un symptôme de déséquilibre hormonal, comme l'insulinorésistance ou l'hypothyroïdie, ou encore le résultat d'un stress chronique, d'un manque de sommeil ou d'un déséquilibre de votre microbiote intestinal. Peut-être s'agit-il simplement d'une habitude ancrée depuis l'enfance, ou d'une façon de gérer la tristesse et l'ennui. Le plus surprenant, c'est que tous ces facteurs sont souvent entremêlés, créant un véritable cercle vicieux qu'il semble impossible de briser. Mais maintenant que vous avez identifié ces mécanismes profonds en jeu, vous détenez une véritable feuille de route. Vous pouvez enfin arrêter de vous culpabiliser et commencer à agir de manière consciente. Vous avez la capacité d'écouter et d'entendre votre corps. Peut-être qu'au lieu d'un énième bonbon, il a besoin d'un repas complet avec des protéines et des légumes. Peut-être qu'au lieu d'une pâtisserie, c'est une heure de sommeil en plus ou une promenade au grand air. Ou peut-être, tout simplement, un verre d'eau. La compréhension est le premier et le plus essentiel des pas vers la liberté face à la dépendance au sucre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'hésitez pas à laisser un like. Cela aide beaucoup à la promotion de la chaîne. Abonnez-vous également pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes sur la santé et la nutrition. J'ai maintenant une question pour vous. Parmi les 30 causes de fringales de sucre que nous avons examinées, laquelle vous a semblé la plus inattendue ou celle qui a le plus résonné en vous? Écrivez-le dans les commentaires. Je suis très curieux de lire vos histoires et vos opinions. Discutons-en ensemble.